Bonjour, je m'appelle Sonia Weiss, j'ai 54 ans. Je travaille dans le domaine éducatif en tant que responsable périscolaire dans une classe maternelle bilingue dans le Lorrain. J'ai été également cofondatrice d'une coopérative pour les oies sauvages qui existe depuis 4 ans maintenant avec 144 adhérents. Voilà. J'aime bien l'environnement bio. Voilà. Je pratique un peu de sport, j'aime le vélo. Été comme hiver, je suis toujours à bicyclette et pour faire mes courses. Voilà. Et voilà, je suis également membre du parti Unsoland, qui est un parti dynamique. Un parti dynamique, bien sûr. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, merci Sonia. Je souhaite la bienvenue à tous les participants à cette visioconférence. Mon nom, pardon, j'aurais dû commencer à boire un verre d'eau avant de parler. Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue. Mon nom c'est Guy Bachot, j'ai 67 ans, j'habite à Roderennes. Je suis engagé chez Unsoland depuis 4 ans maintenant. J'ai d'abord voulu savoir quelles étaient les vraies valeurs de ce parti pour aller un peu plus en avant. Au bout de 2-3 réunions, j'ai très bien vu que ça collait totalement aux valeurs que moi je défends depuis de nombreuses années. Donc j'ai été professionnellement chef d'entreprise, j'ai créé des entreprises en international, j'ai donc travaillé sur l'Allemagne, l'Angleterre, la Suisse, l'Italie. Et donc, j'ai une expérience à l'international qui est importante et tout ça, ça conforte mon engagement chez Unsoland. Maintenant, nous allons développer des points de notre programme. Il y a exactement 7 points qui se présentent à nous. Et le premier point qui est sur notre programme, c'est avant tout, pour pouvoir faire quelque chose, il faut changer la structure existante. La structure existante qu'on nous a imposée d'une manière pas démocratique du tout, c'est le Grand Est. Le Grand Est a été imposé il y a à peu près 6 ans. Au bout de 6 ans, il y a des gens qui ont fait les comptes, beaucoup de dépenses, résultat proche de zéro. Donc, pour nous, la sortie du Grand Est, ça permet de revenir à une taille qui est historiquement valable depuis des centaines d'années, c'est-à-dire l'Alsace, historiquement et géographiquement et économiquement. Donc, une fois que nous avons obtenu la sortie du Grand Est, nous demanderons dans la foulée un statut particulier, comme par exemple la Corse. Je veux dire, ça marche bien là-bas, pourquoi ça ne marcherait pas chez nous? Et donc, une fois que ça c'est fait, nous pourrons développer des décisions qui sont propres aux besoins des habitants en Alsace ou plus particulièrement dans notre vallée. Donc, quand on est aujourd'hui dans le Grand Est, on ne peut rien faire. C'est une deuxième centralisation. Le Grand Est, c'est le centralisme parisien multiplié par 2. Parce que les distances sont longues, les décisions ne sont pas adaptées à ce que les gens ont besoin sur place. Et tout ça, ça manque donc forcément de cohérence, parce que c'est des décisions centrales. Qui dit centrale, ça veut dire loin des lignes des bords, et donc les décisions ne sont pas du tout cohérentes, souvent pas cohérentes. C'est les distances qui posent ces problèmes, les compétences ne sont pas clairement définies. Vous voyez, maintenant, on va avoir la CEA, la CEA, on va pouvoir s'occuper des collèges, par exemple. Mais les lycées, ça va être la région. Dans les transports, la route, ça va être la région Grand Est, et la route, ça va être les ferroviaires, c'est la région Grand Est, et la route, c'est
l'Alsace. Et donc, tout ça, c'est totalement incohérent. Donc, nous devons revenir à plus de pouvoir local. Il faut que les domaines soient déjà cohérents. Il faut que quand on s'occupe de transport, on ait le fer et la route qui soient, où les décisions soient prises par la même instance et pas éparpiller les décisions comme c'est fait aujourd'hui. Et plus il y a de décideurs pour une même région, plus ça fait la cacophonie. Donc, le Grand Est, vous aurez compris que c'est pas tout à fait ma tasse de thé, parce que ça a été décidé d'une manière peu démocratique. Nous voulons revenir vers l'Alsace, lui donner un statut particulier, et une fois qu'on aura ce statut particulier, on pourra s'attaquer à la suite de tous les autres sujets avec beaucoup plus d'efficacité. Voilà un petit peu, ça c'est le premier pas et le plus important que nous devons réaliser dès que les élections seront passées. Je sais, je suis conscient que tous les freins vont être mis en place pour bloquer cet avancement, parce qu'il y a des égos personnels à contrecarrer, et de partout, on va nous freiner. Mais si on n'attaque pas, si on commence pas, on fera jamais rien. Voilà mon point de vue sur le Grand Est. Sonia, je te passe la parole pour la mise en place du référendum et de l'initiative populaire. Voilà, donc le référendum d'initiative populaire, c'est un outil important. En fait, on a remarqué qu'il y a une perte de confiance de l'action politique. Voilà, donc pourquoi? Il n'y a pas de respect de la démocratie, d'une part. Par exemple, la fusion des régions, on peut en parler. Les 3 régions, la Champagne, l'Ardenne et l'Alsace, et la Lorraine. Voilà, donc ces 3 régions, elles ont été fusionnées sans l'accord de la population, mais c'est pas normal. Et pourtant, le parti Unserland s'est mobilisé avec la pétition qui a récolté 130 000 signatures. 130 000 signatures, c'est beaucoup. Voilà. Donc on peut dire que ça fait quand même 84% des Alsaciens qui sont opposés. Et 70% en Lorraine, en moyenne. Hein. C'est toujours des moyennes. Voilà. Donc il est urgent de consulter les citoyens. Voilà. Pour les grands sujets comme les transports, les routes départementales. Voilà, donc c'est comme le fonctionnement chez les Suisses un petit peu. Pour chaque décision importante, les Suisses sont consultés. Et pourquoi pas ici en Alsace. Voilà, donc c'est le référendum pour moi c'est un outil important pour le peuple et avec le peuple. Voilà. Alors après cet exposé sur le référendum, il est clair que si on veut donner de la confiance à la chose politique, il faut intégrer plus les gens. Il faut que les gens sachent que les décisions sont faites dans leur intérêt et pas forcément dans l'intérêt des gens qui exercent une carrière politique. Maintenant, je vais aborder le sujet du droit local. Alors, le droit local, c'est quelque chose que l'on pense, c'est une vieillerie bien poussiéreuse qu'on a quelque part dans des bibliothèques. Non, le droit local, c'est quelque chose qui est déjà, c'est 3 choses bien différentes. Il y a le droit local, il y a l'assurance maladie, spécifique à l'Alsace-Lorraine, et il y a le concordat. Ça, c'est 3 choses bien différentes. Depuis plus de 100 ans, nous, en Alsace, on vit avec ça. Plus de 100 ans, c'est pas depuis hier. Donc, si ça fonctionne depuis plus de 100 ans, ben pourquoi vouloir altérer ça? Pourquoi vouloir nous enlever ça? C'est vraiment essentiel que nous puissions continuer avec le droit local. Mais un droit qui n'évolue pas est un droit rétrograde. Il faut pouvoir le faire évoluer parce que on ne travaille plus en 2021 comme en 1918.
Alors, on se dit pourquoi faire évoluer? Parce que la société évolue. Vous voyez, aujourd'hui, sur Facebook Live, il y a 100 ans, on n'aurait pas pu faire ça. Mais ce qui est, à mes yeux, important, on nous reproche parfois, on veut supprimer tous ces avantages. Mais comment ça, supprimer des avantages? Moi, je suis sûr que si demain, on disait au reste de la France, vous avez le vendredi saint et le 26 décembre comme jour férié, les gens, ils ne vont pas dire non, hein. Ils vont accepter. Si demain, en France, le reste de la France, on mettait en place un système où l'assurance maladie remboursait 90%, je ne pense pas que les gens ils diraient non. Tout le monde serait d'accord. C'est des vraies avancées sociales qui sont en place depuis plus de 100 ans. Donc, pourquoi on veut nous attaquer ça? C'est juste pas compréhensible. Moi, si j'ai un avantage, les autres peuvent avoir la même chose. C'est vraiment pas un souci. Donc, pour nous, le droit local, c'est une particularité qu'on est prêt à partager avec tout le monde. Mais si dans le reste du pays, c'est pas applicable, c'est pas à moi d'en juger, mais localement, je pense qu'il est impératif que c'est les Alsaciens qui doivent décider des modifications apportées au droit local et à tous les autres domaines spécifiques comme le concordat, et c'est à nous de décider. Et une fois que les lois sont adaptées à l'évolution de la société, c'est à nous, peuple alsacien, de décider que c'est une bonne loi et de la valider par référendum. Donc ça, c'est notre objectif pour le droit local. On est prêt à le faire évoluer, mais c'est nous qui décidons du contenu et du timing. Et après, le peuple validera si c'est bien ou s'ils veulent autre chose. Voilà, ça c'est ma contribution pour le droit local. Sonia, je te donne la parole pour l'environnement. Merci. Alors, la protection de l'environnement, vraiment, c'est important pour nous, les êtres humains. La priorité des priorités, c'est la protection des sols. Pourquoi protéger les sols? Déjà pour notre bien-être. Par exemple, le stockage des déchets polluants. Par exemple, nous avons Stocamine, qui est un scandale. Et voilà, donc c'est pas normal qu'on garde nos sols contaminés, et aussi notre nappe phréatique qui est en danger. Voilà. Nous avons besoin des bonnes conditions de vie, bien sûr, hein. Nous avons besoin de l'air non pollué et de l'eau potable. Voilà. Alors, on peut rajouter également la protection de la faune et la flore. On protège donc notre environnement. Voilà, donc on peut rajouter aussi, bien sûr, les agriculteurs qui ont besoin de soutien, les jeunes agriculteurs qui ont besoin du soutien de la CEA. Quand ils s'installent, forcément, c'est un budget conséquent et la CEA peut soutenir les agriculteurs. Voilà. Et bien sûr, au niveau des cantines scolaires, proposer au collège de manger bio, par exemple. Voilà. Ali? Bon, écoutez, ça on a bien avancé là sur le domaine de l'écologie. L'écologie, c'est un domaine tellement vaste que, je veux dire, pour moi, il y a une phrase que j'ai fait mienne, de dire tout nouveau projet doit cocher la case protection de l'environnement. Un projet, quel qu'il soit, il faut étudier l'aspect protection de l'environnement. Sinon, on va dans le mur. Ceci dit, tout le monde est sensible à son environnement, mais on ne se rend pas compte que chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut voir si l'environnement n'est pas impacté par les décisions que l'on prend. Maintenant, j'aimerais aborder un sujet où l'environnement est effectivement un point un petit peu délicat, c'est le désenclavement de la vallée de Thann. Alors,
pour moi, c'est un petit peu un serpent de mer qui, depuis 30 ans, refait surface. Tous les matins, les gens qui veulent sortir de la vallée ont des kilomètres de bouchons. Pour les gens qui, le soir, veulent rentrer dans la vallée, ont de nouveau les mêmes kilomètres de bouchons. Si on calculait ça en nuisance environnementale que ça peut amener, c'est juste incroyable. Parce que toutes ces voitures qui tournent, tout ce temps perdu, vous imaginez si vous, on a eu les 35 heures il y a quelques années, et aujourd'hui on passe 1 heure de plus en temps de route. Alors, où sont les 35 heures? Ça ne presque pas la peine. Donc, moi je dis, il faut trouver une solution. Alors, je pense qu'il y a eu un amalgame ou une mauvaise explication entre une route de transit et une route de désenclavement. J'ai vu d'autres exemples dans les vallées. Si vous allez à Chamonix, les gens ne sont pas contents pour le transit qui passe. Vous allez en Suisse, toutes les vallées se sont battues pour les routes de transit. En Autriche, partout où il y a de la montagne, partout où il y a de la vallée, les gens résidant là-bas, ils n'aiment pas ça. Mais par contre, nous ne proposons pas une route de transit. Nous voulons un aménagement pour désenclaver la vallée, pour rentrer facilement dans la vallée et en sortir facilement. Ceci dit, ça permettrait alors aux entreprises de s'installer. Une fois que les entreprises sont installées, peuvent s'installer, parce qu'il y a une infrastructure routière, il y aura peut-être moins de gens qui devront quitter la vallée pour aller travailler, le matin et le soir. Des jeunes qui ont grandi dans la vallée, qui à partir de 18 ans sont allés faire des études ailleurs et qui ont été dans des grandes métropoles, aimeraient bien retrouver l'air frais de la vallée. S'il n'y a pas de boulot, ils ne vont pas revenir. S'il y a du boulot, s'il y a des entreprises, ils vont pouvoir revenir et s'épanouir là où ils sont nés. C'est pour ça que nous, c'est le point numéro 1 à traiter, c'est ce désenclavement de la vallée. Il faut changer le paradigme. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a moins de boulot, il y a moins de gens, plus de problèmes de circulation, et ainsi de suite. Et ça dégringole. La valeur de l'immobilier est en baisse. Et comme ça, on pourrait voir toute cette dégringolade depuis 30 ans qui continue et qui continue. Nous, ce que l'on veut, c'est changer la donne. On peut de nouveau circuler correctement, on peut de nouveau travailler correctement, et on peut de nouveau y vivre correctement. Et du coup, on peut de nouveau avoir une offre de santé qui tienne la route. Il n'y aura plus d'excuses. Parce qu'aujourd'hui, c'est un miracle qu'il y ait encore autant de gens qui habitent dans cette vallée. J'ai vu d'autres régions, par exemple en Espagne ou au Portugal, où les villages étaient abandonnés, et je vous jure que c'est un spectacle triste quand vous rentrez dans un village et vous voyez des maisons dont le toit est effondré, des écoles où il n'y a plus d'enfants, des églises dont le clocher est écroulé. Nous ne voulons pas en arriver là. Sur ce, faut redonner vie, et il y a moyen, parce que la qualité des entreprises qui peuvent s'installer dans la vallée, des gens très compétents avec des nouveaux emplois. Il ne faut bien sûr pas revenir vers des usines textiles qui un jour mettaient la pure en bleu et l'autre jour en rouge et le troisième jour en vert. Non, il faut trouver la nouvelle technologie où les gens ont besoin d'un cadre de vie important. C'est pour ça que cette structure qui est compliquée à mettre en place, ce sera le domaine le plus compliqué à réaliser. C'est sur celui-là que nous devons travailler. Et c'est sur celui-là que nous devons avoir un maximum de consensus et que tout le monde accepte et travaille dans ce sens-là. Ça, pour moi, c'est vraiment un point important, mais je ne veux pas hiérarchiser les différents points. Mais il faut commencer, comme toujours, un travail à un bout. Donc, pour moi, c'est le désenclavement, ça, c'est le début. Donc, je passe maintenant... je laisse à Sonia de nous présenter quelques mots sur le bilinguisme. Alors, le bilinguisme, c'est un mot important. Donc, tous les partis politiques actuellement, on va dire, le mettent à leur programme. Mais en fait, le bilinguisme, c'est
quelque chose d'important. Il a été créé il y a 30 ans par des associations de parents d'élèves. Et en fait, c'est un projet qui a été maintenu et, comment dire, c'est un projet qui a été bien défendu par des familles qui y croient toujours. Ce sont des familles forcément bilingues. En fait, ça a été créé par les écoles ABCM. Et en fait, ce sont les défenseurs d'une seule langue. Voilà, il ne faut pas oublier ça. Donc, nous avons plusieurs écoles dans tout le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Ces écoles fonctionnent très bien. Et malheureusement, elles n'ont pas beaucoup de subventions de l'État. C'est un grand tort. Et c'est un effort qui a été fait depuis 30 ans et on va les encourager à continuer. En tout cas, la culture alsacienne et sa langue, et donc forcément le bilinguisme, depuis 70 ans, ça dégringole aussi. On parle de moins en moins alsacien. Les enfants, de toute façon, c'est quasiment fini, ils ne savent plus s'exprimer dans cette langue. Moi, personnellement, à l'âge de 5 ans, je ne parlais pas un mot de français. Et aujourd'hui, j'arrive à me faire comprendre quand même correctement en français. Et ça n'empêche pas, donc le bilinguisme, c'est une richesse, une vraie richesse. Quand je dis richesse, ça veut dire que vous pouvez échanger avec nos voisins. Et nos voisins, ils sont nombreux. Si on additionne tous les Allemands, les Autrichiens, les Suisses, une partie du Luxembourg, une partie du nord de l'Italie, on est vite proche des 100 millions de personnes avec qui nous pouvons échanger, travailler. Le travail, c'est une chose, mais la culture, la compréhension du voisin, c'est pour moi, c'est essentiel de comprendre le voisin. Et on ne comprend que si on parle la langue. C'est un facteur essentiel de la compréhension des autres cultures. Donc, nous, si vous parlez une langue, vous avez accès à l'âme de l'autre. Et donc, nous pensons que c'est quelque chose. Je ne vous pose même pas la question pourquoi il faut le défendre. Ça coule de source. Pourquoi vouloir s'appauvrir à ne parler qu'une langue alors qu'on peut en parler deux? Après, c'est pas seulement vers l'extérieur. Nous, on veut bien accueillir des gens. On veut bien que des gens de toutes ces régions viennent viennent en France, ils viennent en Alsace. Ça sert à nous. On a une belle région, on a beaucoup d'atouts au niveau touristique. Donc, si les touristes germanophones viennent ici et ils ont du personnel qui les accueille, qui parle leur langue, c'est un gros avantage. Je me souviens d'une très vieille histoire. Je travaillais il y a très longtemps à la Tour de l'Or. Et de temps en temps, j'allais boire un café à la Tour tout en haut. Et un jour, il y avait des Allemands qui étaient là, et puis il n'y avait bien sûr pas de francs. J'ai dit, c'est une très vieille histoire, qu'il n'y avait pas de francs. La serveuse parlait bien sûr pas un mot d'allemand, les Allemands ne parlaient pas un mot de français, et quand ils voulaient payer, en plus, ils n'avaient pas les bons sous. Le comportement de cette personne vis-à-vis de ces gens a été juste inacceptable. Alors j'ai pris, moi, mes sous, et j'ai pris les 20 marks et j'ai payé leur consommation, et les gens ils étaient tout contents. Mais pourquoi ne pas vouloir comprendre nos voisins? Nous, on n'est pas meilleurs, on n'est pas plus bêtes qu'eux, mais il faut arriver à communiquer, parce que c'est parce qu'on ne communique pas que par le passé, il y a eu des conflits. Alors, se comprendre et communiquer, c'est aussi des objectifs pour la paix. Alors, donc ça, c'était ma petite contribution pour le bilinguisme. Alors, le bilinguisme, pour le faire progresser, il y a un point important, c'est son enseignement par un processus qu'on appelle l'enseignement immersif. Parce que immersif, ça fait que les gamins de 3, 4, 5 ans,
ils sont dans les deux langues. Et pour eux, il n'y a plus de barrage. Ça coule de source. Alors pourquoi vous priver de cette richesse? Ils sont immergés dans la langue. Et ils sont à l'aise. Voilà. Et la frontière n'est pas loin, elle est à 50 km. Voilà. C'est à côté. Maintenant, on a un autre point qui nous est vraiment important parce que, je veux dire, il y a des domaines, dans toutes les civilisations, il faut pouvoir se soigner. Depuis que le monde existe, il y a toujours eu des gens qui soignaient les autres qui étaient malades. Et aujourd'hui, nous avons remarqué que le centralisme français a délégué cette compétence de l'offre de santé à des comptables. Oui, je suis peut-être un peu sectaire ou trop ferme, mais on ne soigne pas l'homme avec des chiffres. On le soigne avec du contact humain. Chaque médecin sait que la première approche, elle est humaine. Elle c'est pas simplement un diagnostic scientifique, c'est l'homme. Et quand on n'est pas proche des malades, on ne peut pas bien les soigner. Si vous êtes malade à Crute et que vous devez faire plus de 40 km pour aller vous faire soigner et que votre famille ne peut pas venir tous les jours pour vous voir, vous n'avez pas le moral quand vous êtes hospitalisé, vous êtes dans un ensemble immense qui malheureusement, malgré tout l'investissement que le personnel soignant peut amener, parce que c'est quand même eux qui sont au fond, la structure ne le permet pas. La structure actuelle des hyper-hôpitaux, que moi j'appelle des usines de santé, ça ne fonctionne pas. C'est loin de l'homme. Alors, il y a bien sûr des pathologies qui demandent une haute technicité, et ça, vous ne pouvez pas mettre des super scanners partout dans toutes les vallées, ça c'est clair. Mais il y a beaucoup de pathologies qui peuvent être traitées localement, et pour ça, il faut que nous arrivions à donner une offre de santé par les hôpitaux, par les maisons de soins proches de nous. Je pense en même temps à nos anciens. Aujourd'hui, dans la vallée, on a quelques maisons qui s'occupent bien, mais l'avenir sera difficile parce que la population vieillit et il faudra penser, il faut toujours penser à long terme. Quand on prend une décision, il faut voir l'impact que ça a à long terme. À long terme, est-ce que les structures actuelles seront suffisantes? Je pense que non. Et preuve de tout ça, que cette gestion centralisée comptable à la parisienne n'a pas fonctionné, c'est la crise du Covid. La crise, après les vaccins, ça a aussi été géré d'une manière plus que possible. Alors il y a des effets d'annonce et il y a la réalité du terrain. Alors on n'est pas en train de vendre des savonnettes, on est en train de s'occuper de la santé des gens. Donc on ne fait pas de la communication, on fait de l'efficacité. Pour moi, cette gestion, c'était tout simplement scandale. Et on ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'on arrête ça. Et nous, autant, on va essayer si vous le voulez bien, nous, on va essayer on va pas essayer, on va se battre pour ça, et vous m'en savez. Vous pensez aussi aux médecins de campagne? Voilà. S'il y a des gens, il y aura des médecins. S'il n'y a pas de gens, il n'y aura pas de médecins. Donc maintenant, vous avez bien vu qu'on parlait de pathologie, mais il y a quelque chose qui est définitivement pas une pathologie, c'est les maternités. Alors, depuis que le monde existe, il y a des femmes qui ont accouché. Mais si maintenant, je pense pas qu'il y a 100 ans, on leur demandait de faire 60 km pour aller accoucher. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien, on fait une maternité à Mulhouse pour que les gens de la vallée doivent faire X kilomètres pour aller accoucher. On marche sur la tête. Je veux dire, c'est ça le progrès social, c'est ça le progrès de notre 21e siècle, de faire aux gens 60 ans pour aller accoucher. Non, il faut arrêter. Donc, maintenant, comment développer l'offre de soins? Ça, c'est une question qu'un auditeur vient de nous poser, cher Francis. Et développer l'offre de soins, il y a deux points. Premièrement,
revoir les compétences qui ont été données à l'hôpital de Tannes, ramener un certain nombre de soins qui ne se font plus, la chirurgie, la maternité, les ramener à Tannes, et alors nous pourrons de nouveau avoir une proximité au niveau de l'hôpital. C'est quand même le domaine le plus important. Alors si vous avez un hôpital avec des installations, forcément les médecins ils vont y trouver leur compte. Si les médecins ils vont y trouver leur compte, les patients ils vont de nouveau pouvoir aller voir les médecins qui sont proches de l'hôpital. Donc après c'est toujours une histoire de budget. Mais personnellement, je pense que c'est souvent un problème d'organisation. Et parce que quand c'est bien organisé, les choses coûtent souvent moins cher. La non-qualité coûte, la qualité est beaucoup moins chère. Mais il faut l'organiser. Voilà pour ma contribution sur la question de Francis. Alors, on a une question de GG68. Alors, les compétences pour la CEA. Alors actuellement, la CEA, elle a des compétences d'un département, plus, je dirais, 2-3 compétences supplémentaires qui sont des relations à l'international. Bon, ça ressemble, à mon goût, plus à de la déco que de l'efficacité réelle. Alors, nous, au niveau de la compétence, si on est élu, ben c'est sûr que la compétence importante de la CEA, c'est les routes. Alors, les routes, c'est désenclaver la vallée de Tange, et une fois qu'on aura fait ça, eh ben, on va pouvoir s'occuper de la santé et les choses devront aller de nouveau mieux. Mais il y a la CEA, elle a une autre compétence importante, c'est l'environnement. Et je peux vous dire, pour avoir été il n'y a pas très longtemps devant le site de Stocamine, que là, on ne rigole plus. Hein. Les déchets, ils sont bien au fond, enfouis, et les centrales à béton sont en place. Le bouchonnage commence. J'ai vu ça la semaine dernière. Les grandes centrales à béton sont en place, le bouchonnage va démarrer. Et rendre cet enfouissement d'une manière irréversible, je donne toujours l'exemple, c'est comme si vous vous taillez dans le bras, vous mettez plein de saleté dedans et vous repoussez, et vous espérez qu'un jour ça ira mieux. Alors, fondamentalement, ça, on ne peut pas laisser faire ça, cette histoire de Stocamine. Alors, je vois une autre question qui est... C'est que ça s'appelle ça, c'est le... Je peux vous parler. Donc, on nous pose une question sur la sécurité sociale d'affirmation de Sandrine Meyer. La sécurité sociale alsacienne excédentaire. Très bien. La sécurité sociale alsacienne est très bien gérée grâce aux différents 10%, là, c'est le régime local qui est un statut particulier, spécial en Alsace. Voilà, donc dans d'autres régions, il n'existe pas. Chez nous, c'est une particularité. Et tant mieux. Donc je trouve que tout cet effort doit retourner aux contribuables, mais à l'assurance. Disons, c'est que la sécurité sociale soit excédentaire en Alsace, c'est une excellente chose. Je vous donne un exemple quand même. Moi, j'ai voulu changer de lunettes il y a quelques jours et on m'annonce que tout à coup, la Sécu, c'était plus 20 €, c'est pas tout à fait 1 € qu'elle remboursait. Enfin bref, donc je dirais, bon, oui, elle était excédentaire, mais là, de ce côté-là, permet de penser qu'il y aurait des organisations à parfaire.
Voilà, alors on a une autre question. Comment protéger les droits locaux? De Gérard Manfroy. Comment protéger les droits locaux? Alors, comme je m'étais exprimé, tu m'excuses Sonia, je m'étais exprimé là-dessus, le droit local, c'est un droit dont certaines dispositions sont plus que centenaires. Toute loi, tout ensemble de lois doit être adapté à la situation présente. Mais il ne faut pas non plus changer les lois à chaque fois que le vent va dans une autre direction et changer les lois à chaque fait divers, comme on a malheureusement tendance de faire ces dernières décennies. Nous devons pouvoir faire une révision, et là j'insiste, il faut qu'une révision du droit local, si elle est faite, elle est à l'initiative des Alsaciens et elle est faite par les Alsaciens et d'une manière la plus indépendante possible pour pouvoir trouver les domaines où elle doit être adaptée à notre civilisation du XXIe siècle. Et après, ces changements devront être expliqués aux gens et on les fera voter par un référendum. Voilà, c'est une acceptation. Moi, ce qui me désole le plus, c'est que les changements sont systématiquement ou souvent contestés parce qu'on ne les a pas expliqués et donc les gens ne les acceptent pas. Voilà, alors voilà un petit peu mon point de vue sur cette question-là. Et maintenant, si les autres régions de France veulent la même chose, hein, nous, on leur donne volontiers le modèle. Hein. Mais ce que je ne voudrais pas, c'est que cette décision de révision du droit local soit imposée par Paris. Ils nous disent maintenant vous devez faire et vous devez aller dans cette direction. Alors ça, c'est un non définitif. Et c'est nous qui sommes assez grands pour savoir ce qui va être bon pour nous et il faudra agir dans ce sens-là. Voilà. C'est un droit local qui existe depuis très longtemps donc, et qui fonctionne. Donc, à nous de le protéger. Et c'est aux députés aussi, alsaciens, de décider du sort. Hein. C'est toute la classe politique. Et pas en France. Et pas, je crois que ça vienne de quelques ministères parisiens, dans les beaux quartiers, il faut que ça soit bien. Ça vient de la CEA. Pour l'instant, vous aurez compris que l'Alsace nous est chevillée au corps. Elle nous est chevillée au corps parce que depuis toujours, on a baigné là-dedans. Même en ayant voyagé beaucoup, j'ai toujours aimé rentrer à la maison. Et autant je vais partir, autant je vais rentrer. Et le fait même de voir ailleurs comment ça se passe, ça nous donne quand même envie de rentrer et d'apprécier ce qu'on a à la maison. Also, wenn ich lang Fuß bin, habe ich jemand heimweh. Penser à une chose aussi, développer aussi les pistes cyclables. Ce qui est intéressant, c'est que dans chaque vallée, il y ait des pistes cyclables sécurisées pour rejoindre un village à un autre. C'est très important pour notre environnement. Chaque famille, il y a des vélos. Et un vélo, c'est pas cher, c'est bon pour la santé. Et c'est pas très cher, une piste cyclable. Sonia, c'est très intéressant. Très raison sur ce point de vue-là, parce que bon, quand on voit maintenant, par exemple, les enfants qui montent dans un bus scolaire, l'ambiance qu'il y a, c'est un stress pour ces gamins. On enferme des gamins qui sont pleins de vie dans un petit espace pendant 20 minutes, une demi-heure, pour aller à l'école. Quand ils arrivent à l'école, ils sont survoltés. Vous ne pensez pas que 10 minutes de vélo, ça ferait du bien à tout le monde, ça aérerait les esprits et on arriverait chacun à son rythme. Et là, on arriverait en classe, on serait déjà un petit peu défoulé, ce serait mieux pour le personnel
enseignants, ce serait mieux pour les enfants, ce serait mieux pour les parents et ce serait aussi mieux pour les chauffeurs. Et la planète. Et bien sûr, la planète. Ouais. Alors, on a Michel nous dit bravo, je vais voter pour vous. Ben, nous remercions de tout cœur, Michel. Merci. Et alors, on a quelqu'un qui nous pose une question que je suis en train de découvrir. Ben voilà, Maxence qui nous souhaite, souhaite la création de pistes cyclables. On va les défendre. Et on va souhaiter vraiment qu'il y ait davantage de pistes cyclables sécurisées, comme en Allemagne ou ailleurs, ou en Hollande. Hein, il y a de très belles pistes cyclables bien larges, avec des petits murets. Et il y a de la place. Et on peut y aller. Hein. Il suffit de faire une étude chiffrée et d'avoir les bons techniciens sur le terrain. Et voilà. En tout cas, j'en profite de la question, du souhait de Maxence sur la création des pistes cyclables, que samedi prochain, il y a une manifestation aux environs de Thann qui va regrouper des gens en vélo qui vont aller, par exemple, de Roderen à Thann en vélo pour montrer l'importance des pistes cyclables. Et actuellement, le gros danger, c'est que voilà, ces trajets, il faut les faire sur une route partagée avec les camions, les voitures, les motos, les mobylettes, et c'est hyper dangereux. Le cycliste, il perdra toujours en cas d'accident. Donc, n'oubliez pas de venir nombreux à cette manifestation. Vous trouverez sur Internet l'horaire, le trajet et tout ça. Mais c'est important. Une autre question. M. Farine demande si une coopération entre les cantons est possible. Ah ben, la coopération, elle est toujours essentielle. Hein. Ça, c'est évident. Nous, être tout seul dans son coin et vouloir évoluer tout seul dans son coin, c'est contre-productif. Je pense pas que quelqu'un il y a beaucoup de gens qui ont inventé la solution miracle. C'est en échangeant, en communiquant, qu'on fait des progrès. Si vous regardez les progrès scientifiques qui ont été réalisés, si on prend par exemple la photo, la photo, c'est pas tout à coup un type qui s'est dit tiens voilà je vais faire un procédé. Non, c'est sur des dizaines d'années que les technologies ont évolué. Il y en a un qui a fait quelque chose en Angleterre, l'autre en Allemagne, en France, et ainsi de suite. Et à un moment donné, on est arrivé à faire des clichés. Et c'est donc en échangeant, en communiquant, en travaillant ensemble, en suivant le progrès, on arrive à faire. Alors là, franchement, je pense que les cantons sont assez disposés. Si on discute un petit peu avec les élus locaux, les cantons sont prêts à coopérer ensemble. Là où je vois plutôt un petit risque, c'est les grandes villes par rapport à la campagne. Et ça, c'est un point qu'il faut toujours tenir compte, parce que nous ne sommes pas des citoyens seconde zone à la campagne. Sur tous les domaines qu'on a déjà de notre programme, jamais oublier qu'à la campagne, c'est pas des citoyens de seconde zone. Des citoyens comme tout le monde. Oui, absolument. On a le droit aux mêmes avantages. Le mot droit, c'est bien, mais je veux dire qu'on a le droit au même respect. Pour moi, le respect, c'est-à-dire que faut que les gens dans les campagnes puissent être considérés comme ceux de la ville. Et quand on parle d'offres culturelles, quand on parle d'un tas de choses, ça se passe en ville, et puis à la campagne, il y a beaucoup moins. Ceci dit, ça commence à changer quand on voit les initiatives à gauche et à droite de petits villages ou de privés qui font des choses magnifiques. Nous, si on est élus, on favorisera, on aidera le développement culturel et on fera toujours attention à un équilibre entre la campagne et les villes. Alors, une autre question. Comment favoriser le dynamisme pour un jeune, par exemple?
Alors, le bilinguisme pour un jeune Alsacien, il y a une méthode qui fonctionne à 100%, c'est l'immersion. Donc, un gamin qui arrive à l'école le matin, il entend les deux langues, au bout de quelques mois, il va rentrer, il va pouvoir s'exprimer dans les deux langues. J'ai moi-même longtemps eu un doute sur la possibilité d'apprendre de nouveau une langue comme ça qui ne serait pas vraiment parlée à la maison et ainsi de suite. Mais j'ai lu récemment que dans le Pays Basque, 40% des enfants de classe d'âge étaient de nouveau locuteurs en basque, c'est-à-dire ils parlaient de nouveau la langue basque grâce à un enseignement immersif qui est actif et important depuis 30 ans. Deuxièmement, ça c'est un peu plus loin de nous, dans le pays de Galles, on parle le gallois, ce qui n'est pas tout à fait l'anglais. Maintenant, la majorité des gens qui ont 20 ans parlent le gallois. C'est-à-dire, il y a plus de 50% de gens qui parlent. Eux aussi ont fait un gros travail pour pouvoir garder leur langue et leur culture. Maintenant, le bilinguisme pour un jeune qui commence dans la vie active, c'est quelque chose de plus compliqué. C'est comme tous les métiers, plus on les apprend tard, plus c'est compliqué. Mais nous avons déjà eu cette question par ailleurs, et il y a eu des propositions de fait. Il y a des jeunes qui voudraient trouver un système d'enseignement bilingue hors du système traditionnel universitaire ou enseignement national, de trouver quelque chose en dehors de ce système-là. Et c'est pour ma part, une très bonne réflexion, parce que là encore, il faut s'adapter. Parce que dès qu'on va se lancer encore dans l'enseignement, s'adresser au pouvoir public, quand je dis pouvoir public, c'est l'éducation nationale. On va faire pendant 6 ans des dossiers, et après 6 ans, on va changer de ministre. 6 mois, on va changer de ministre, et alors on va aller dans une autre direction. Non, ça, je gérerai en local une fois de plus, et ça ne concerne que nous, et puis on y arrivera très bien. Alors, alors, et comment cette offre de soins en différent? Nous avons une question là de Gérard Menusa. Alors, c'est comme ça que je le lis. Que pensons-nous de l'offre de soins en Allemagne? Je dois vous dire que je ne la connais pas. Donc, je ne vais pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Tout ce que je peux vous dire, j'ai été un jour avec mon épouse faire du ski en Autriche, et elle a eu un gros problème de nerf sciatique, tant et si bien qu'elle ne pouvait plus marcher. Et on est allé à l'hôpital, en Autriche. Ils l'ont tout de suite pris. Ils ont fait toutes les radios, les scanners, les machins, tout ce qu'il fallait. Et ils l'ont gardé un jour. Après, ça allait mieux. Les traitements ont tout de suite agi. Et nous, on a quitté l'hôpital. J'ai dit combien je vous dois. Ils m'ont dit on vous enverra la facture. Et effectivement, quelques semaines après, j'ai eu la facture. Je n'avais pas j'avais pas la carte internationale d'assurance maladie, j'avais rien. Ils ont fait confiance. Et j'ai payé, et tout allait bien. Maintenant, pour pouvoir mettre en balance ce qui se passe dans les autres pays, comparaison n'est pas raison. Mais je vois que les Allemands, ils ont moins souffert que nous. Donc, il y a des trucs qui doivent mieux fonctionner. Mais ils ont leurs défauts certainement aussi. Mais dans les entreprises privées, dans l'économie privée, il y a une habitude qu'on a, c'est-à-dire on regarde un petit peu chez les concurrents ce qu'ils font mieux que nous. Et on essaye parfois de leur copier. Alors pourquoi on n'irait pas chercher les bonnes idées ailleurs
au lieu de vouloir réinventer la roue toujours, je laisse la question ouverte. Moi, je suis plutôt d'aller voir ce que les autres font mieux. Alors. Une question. Comment développer le commerce local? Comment développer le commerce local? Par monsieur Fourth. Oui, ben, monsieur. Développer, c'est-à-dire faire une appel d'offres. Ceux qui ont des projets pour ouvrir un commerce de proximité, les soutenir avec l'ADIRA. Voilà, c'est un institut de développement économique, donc qui permet d'avoir des renseignements, de développer des renseignements au niveau du commerce, comment fonctionne un commerce, avec tout ce qu'il y a comme budget derrière. Donc, on va soutenir le développement local, hein, comme les épiceries ou les cafés de locaux. Disons, si je puis parler dans le sens de Sonia, pour moi, j'habite un petit village où il y a une très courageuse commerçante qui s'est installée. Elle a pu le faire parce que le propriétaire des locaux a été raisonnable au niveau du loyer. Je pense que partout dans les villages, il faudrait que où la commune, parce qu'en fin de compte, c'est la commune qui doit pouvoir aider, la commune, la Comcom doit pouvoir aider pour soutenir, pour pouvoir offrir un local, et alors les gens viendront. Et alors, après, le commerce, ça reste le commerce. Hein. Si vous avez quelque chose à vendre de qualité à un prix compétitif, on va vous l'acheter. Si votre produit il est pas bon et trop cher, personne n'en achète. Mais il faut permettre aux gens de s'installer. Et s'il y a une aide, un soutien sur les prix, ce qui tue tout de suite un commerçant, c'est les coûts fixes. Les coûts fixes, c'est le loyer. Les charges fixes. Et les charges fixes. Et donc, si la commune peut prendre ça en charge, ou du moins partiellement prendre ça en charge, et imagine tous les gens qui vont dans ces commerces, eh ben, ils prennent pas leur bagnole pour aller au supermarché du coin. Voilà, donc pour nous, ça, le développement, il y a un aspect, j'ai oublié, mais c'est les produits locaux, parce qu'il y a plein de paysans, plein de transformateurs qui peuvent faire des produits locaux, et ceux-là, il faut qu'ils puissent les vendre, les commercialiser, parce que on peut pas toute la journée s'occuper des bêtes et après faire un peu le fromage et derrière encore vendre au détail. S'il y avait un vrai réseau pour pouvoir, un réseau local où les gens, quand ils voient un fromage ou une pièce de viande qui vient de tel et tel endroit, ben, ils achèteront. Et ça s'organise. Pourquoi certains pays en Afrique ne fonctionnent pas alors qu'ils pourraient produire énormément d'aliments et de légumes et ainsi de suite? Parce que la logistique et la conservation n'est pas organisée. Et c'est ça qu'il faut aussi faire dans les vallées. Comment le faire? Il y a des professionnels pour le faire. Mais nous, on peut les aider à le faire. Une question? Quelques idées. Quelle idée pour les jeunes? Alors, disons, pour les jeunes, c'est comment dirais-je? Les jeunes, je vais être un peu critique envers, je sais pas qui, mais je vais être un peu critique. Quand on va en Bretagne, quand on va en Corse, quand on va chez les Basques, quand on va en Bavière, tous les jeunes, ils sont fiers de leur région. Pourquoi, nous, les Alsaciens, on n'est pas fiers? Alors, redonnons la fierté à nos jeunes pour que, au niveau des arts, au niveau de la musique, ben, ils disent, voilà, moi, c'est Made in Alsace, moi, je suis fier de mes origines. On a quelque chose, on a une culture, et celle-là, il faut la faire passer.
On ne fait pas que du pizza, on fait de la choucroute. On a des choses beaucoup, beaucoup plus sophistiquées. Alors, créer des maisons des jeunes et de culture. C'est oui, sympa, ça. oui, C'est beaucoup, hein. nous, ce que l'on propose, c'est que ceux qui amèneront un projet qui défendra la culture et qui sera pour la culture alsacienne, nous on les soutiendra. Donc, maintenant, on a une question, mais comme le rédacteur des questions à la tête de haut, j'arrive pas à parler. Donc, en tout cas, je vous encourage vivement à poser encore des questions, parce que c'est ça, la démocratie, c'est l'échange. Ça, c'est une bonne remarque. Bon, enfin, bref, Bibi69, que je ne connais pas, il trouve qu'il fallait dire vive l'enfarineur. Alors, disons, vive l'enfarineur. Voilà. Ça fait. Nous, on est démocratique, hein, les gens, ils nous disent enfarineur, on dit enfarineur. C'est leur choix. Hein. On n'est pas pour la censure. Hein. Alors, oui, ne vous gênez pas à nous poser encore des questions. On est déjà en échange avec vous, mais Nous sommes à une semaine des élections. Oui. Et voilà, donc c'est dimanche prochain. Alors, en dehors du programme qu'on vous a listé sur les 7 points, moi j'aimerais quand même vous faire part de notre engagement. On a une équipe qui traque depuis des semaines, c'est-à-dire on distribue dans les boîtes aux lettres notre programme, on colle des affiches, on organise des réunions. C'est beaucoup d'engagement physique et d'engagement moral, parce qu'il faut trouver les arguments, il faut vraiment, c'est pas dire, la motivation elle est là, mais il y a des gens derrière nous qui travaillent. Personnellement, en tant que candidat, nous avons tracté dans beaucoup de villages. Il y a des villages qu'on a découverts, on a parlé avec les gens ont compris le but de notre action. Nous, ce que l'on veut, c'est on veut le faire pour les habitants de notre vallée et pour l'Alsace. Bien sûr, pour la vallée, c'est normal, on sera mandaté dans la vallée, et pour l'Alsace, parce que la vallée fait partie de l'Alsace. Donc, je veux vraiment que ceux qui savent pas quoi voter ou qui voudraient pas voter, d'abord que un maximum de gens aillent voter. Et après, voter massivement pour nous. Pourquoi voter massivement pour nous? Parce que ça permettra de défendre l'Alsace et ça permet de vous défendre vous, parce que sinon, on va tous passer dans la moulinette et ce sera un hachis de quelque chose à l'autre bout. Alors, si vous voulez garder votre originalité, il faut vous mobiliser, il faut aller voter et dites-le haut et fort autour de vous. Aux urnes. Aux urnes citoyens, oui, tout à fait. Alors, votez, on sera là pour nous. Et pour vous. Parfois, il y en a qui disent pourquoi vous avez pris un terme ou pas, un terme en allemand ou en classique. Écoutez, voilà, ça fait des millénaires que c'est une langue germanique et je pense que cela est bon. Tout le monde, presque, doit comprendre ça. Je veux dire, si vous allez en Bretagne, vous n'allez pas leur demander pourquoi ils parlent de Brest. Hein. Alors, chez nous, c'est pareil. Donc, nous, c'est le biculturel que l'on veut. On est alsacien et français, donc il faut que l'on affirme clairement nos origines. C'est pour ça qu'on s'appelle Unserland. Question de Sandrine, comment inciter les jeunes à parler allemand et alsacien? Alors déjà, c'est parler l'allemand. Comme on est près de la frontière, pourquoi pas faire un saut en Allemagne? Et en Allemagne, on est à côté, hein, on a Breisach, c'est pas loin. C'est à 50 km, hein,
Là, vous entendez l'allemand dans la rue, partout. Et ben voilà, hein, comment on peut dire? Ben, comment inciter les jeunes à parler allemand? Et déjà, il faut leur expliquer que l'allemand, c'est pas si compliqué que ça. Il y en a quelques millions qui le parlent, et s'ils arrivent à l'apprendre, nous, on devrait pouvoir l'apprendre aussi. Bon, ça, c'est une boutade. Mais fondamentalement, si on s'intéresse à son voisin, on l'a déjà évoqué plus tôt, il faut s'intéresser à sa langue. Vous allez dans un musée, vous allez dans des endroits publics. Notre offre culturelle en Suisse, en Allemagne et en Alsace, elle est énorme. Vous prenez un passe musée, vous avez 350 musées où vous pouvez aller. Mais si vous ne parlez pas les langues, vous ratez les 2 tiers de cette offre. Vous passez à côté d'un certain nombre de choses. Donc, soyons curieux. Et c'est sûr qu'apprendre l'allemand, c'est comme apprendre le ski, passer un certain âge, c'est compliqué. Mais si le plus jeune on le fait, le mieux c'est. Et après, tout le monde n'y arrivera pas. Mais la grande majorité n'y arrive pas. Alors, bien sûr, c'est comme toujours, hein, il faut commencer. C'est la motivation, la volonté, et commencer jeune. Pour que ça devienne un exercice qui n'est plus une difficulté, mais qui soit naturel. Il faut dire aussi, ce qui est important aussi, avoir des bases en allemand, c'est important aussi pour le travail. Un jeune qui parle la langue du voisin a des chances de décrocher un travail en Suisse et en Allemagne. Et même ici. Même si vous êtes dans une entreprise et vous, française en France, qui commercent avec légalement, ils sont bien contents que vous parliez l'allemand. Je beau dire l'anglais est devenu la langue internationale du commerce et tout ça. Mais je peux vous dire, par expérience, que si vous parlez l'allemand à un Allemand, il va vous respecter, la connexion va se faire d'une manière beaucoup plus directe et l'échange sera plus facile. Parce qu'en anglais, bah vous allez sortir votre anglais maîtrisé, l'allemand, ça va être moyen peut-être aussi, et donc vous allez avoir 2 personnes qui vont parler une langue qui n'est pas vraiment la leur. Alors que si on parle allemand, les Allemands diront, ces gens-là, ils ont fait un effort pour commercer avec nous. Et je parle d'expérience. Ça m'a facilité la vie de parler correctement la langue. Après, vous direz, les Allemands, ils doivent apprendre le français. Oui, certainement, il y en a qui apprennent, hein, mais bon, les Allemands, ils n'ont pas 2000 ans de culture francophone derrière eux. Donc, nous, on a l'avantage d'avoir ça dans nos racines, alors profitons-en. Une question de Maxence. Développer l'immersion alsacienne. Alsacien pour les jeunes, un vrai projet ou seulement une vie. Déjà, il faut se rapprocher des classes AVCM bilingues. Déjà, dans leur programme, il y a aussi un créneau où ils parlent l'alsacien immersif. Voilà. Donc, c'est pas une vie, c'est une réalité. Disons, Maxence nous demandait si l'alsacien pour les jeunes était un vrai projet ou seulement une vie. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, Pays Basque, 40% parlent maintenant nouveau le basque. Dans le Pays de Galles, plus de la majorité d'une classe d'âge de 20 ans est de nouveau, parle de nouveau le gallois. Alors, je ne pense pas que c'est une vie dans ces pays. Nous, si on le veut, bien sûr, si vous voulez tous boire du Coca-Cola et de l'eau tiède, vous boire du Coca-Cola et de l'eau tiède. Mais ça demande un effort. Et tout succès, il n'y a rien qui se passe dans la vie sans qu'on fasse d'efforts. Alors là, il faudra des efforts de la part des politiques, d'une part, certainement, et par des parents, et aussi des enfants. Mais les enfants, ça va être le plus facile. C'est les parents qu'il faut convaincre et les politiques pour qu'ils ouvrent les portes.
D'autres Parce questions? que, excuse-moi, parce que quand on regarde un petit peu qu'est-ce que les communautés de communes ou les instances locales, à quelle hauteur ils contribuent à la diffusion de l'alsacien ou à l'alsacien, ça se fait quand même avec beaucoup de parcimonie. Alors, un effort dans ce domaine-là, je pense que ce sera bien vu. Allez, la prochaine question. Comment garder les jeunes? Voilà. C'est pas bon. Sandrine, alors, quel avenir pour nos jeunes dans la vallée? Comment les garder dans la vallée? Belle question. Alors déjà, il faut une dynamique dans la vallée, plus de travail, plus d'infrastructures pour les jeunes, plus de... Est-ce qu'il y a des terrains de foot? Est-ce qu'il y a des maisons des jeunes et de la culture? Et tout ça. Des cinémas? Des terrains de cross? Oui, il y a plein d'infrastructures pour les jeunes. Bon, après, tout dépend de qu'est-ce qu'on appelle les jeunes. Pour moi, vous avez un âge qui est jusqu'à 18 ans où vous êtes dans le lycée localement. Et après, souvent, au-delà de 18 ans, vous devez faire des études supérieures en dehors de la vallée. Parce que ça, je ne connais pas de l'université de Mauche, je ne la connais pas, celle-là. Donc, pour être sérieux, pour revenir à quelque chose de sérieux, à partir du moment qu'on va faire des études supérieures et qu'on va faire une formation longue, on quitte la vallée. Mais une fois que vous avez vos diplômes, vous faites quoi avec vos diplômes? Déjà, c'est difficile d'employer les diplômés ailleurs pour trouver un boulot intéressant. Alors, vous imaginez dans une vallée où il n'y a pas beaucoup de boulot. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, au désenclavement de la vallée. Si vous désenclavez, moi je crois à la richesse que peuvent amener les entreprises de la nouvelle technologie. Et là, les gens qui sont formés, qui ont un haut niveau de formation peuvent revenir dans la vallée. Et c'est parce qu'ils cherchent un cadre de vie. Parce qu'un jeune qui fait la fête et qui fait du sport, ça c'est bien, mais à un moment donné, ça devient un père de famille. Et celui-là, avec sa femme, il cherche la sécurité, il cherche la santé, il cherche un travail correct, et c'est ce qu'il faut offrir. Et une fois qu'on aura offert ça, les jeunes se sentiront de nouveau bien comme un poisson dans la nature. Ben oui. Alors, Juju, le rebelle. Avec vos enfants et petits-enfants, dans quelle langue échangez-vous? Dans quelle langue échangez-vous? Ben, déjà, en ce qui me concerne, ma petite fille, quand je l'appelle Chantsala, elle sait de qui je parle. Maintenant, comme elle ne vit pas sous mon toit ou loin de chez moi, c'est un peu compliqué. Mais à chaque fois que je les vois, j'insiste sur l'importance d'apprendre l'allemand et je pense avoir eu un petit succès. Ils ne considèrent plus l'allemand comme une langue difficile qu'il ne faut pas apprendre. Oui, papy, t'arrives. Bon, maintenant, on verra en 5-10 ans où ils en sont. Mais c'est un combat de tous les jours. Hein. Et de toute façon, plus on parle tôt la langue et la maternelle, parce qu'un enfant, c'est une éponge, il apprend vite et bien, sans grand effort. Voilà, donc il est important de parler plusieurs langues aux enfants, et c'est l'enfant lui-même qui va faire le tri. Il y a des enfants qui à l'âge de 5 ans, sont trilingues. Hein. Et parfois dans des langues qui n'ont rien à voir ensemble. Hein. C'est l'un des professeurs petits, c'est lui qui était, comment dire, un des spécialistes, un linguiste. Il parlait de, c'est même pas un effort, c'est un enfant de 3 ans, il emmagasine des mots et il les enregistre. C'est comme une éponge. Écoutez, là, on a une
commentaire qui nous fait chaud au cœur. M. Friedrich Gerd dit un excellent engagement que vous avez pris. Oh. Merci, monsieur. Merci, Gert. On y croit. Allô, Gert. On y croit. Simplement, moi, j'ai peut-être pas dit mon âge tout à l'heure quand je me suis présenté, j'ai 67 ans, ça fait 4 ans que je suis à la retraite. Et quand je vois que les problèmes ne se règlent pas vraiment, qu'il y a toujours des choses et des excuses et des machins, on tire de nouveau les choses en longueur, et puis tel projet doit rejeter au calendrier grec, c'est-à-dire, il faut que je fasse quelque chose. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais au moins j'aurais tenté. Hein, et j'en profite pour féliciter Sonia pour son engagement, parce que pour elle, c'est pas facile non plus. C'est facile pour personne. Mais on ne fait pas de progrès dans la facilité. Hein. On apprend tous les jours et on a besoin on a besoin des efforts. Moi, je pourrais planter mes choux, faut distribuer les tomates. Mais j'aimerais que beaucoup comprennent notre engagement et votent pour nous, bien entendu, mais nous suivent dans les idées, suivent pas nous personnellement, nous, c'est pas une grande importance, c'est l'Alsace, les vallées qui est important, c'est ça qu'il faut faire. Alors, nous, il faut maintenant on parle de plus en plus, mais on arrête tellement d'en parler, de faire l'Alsace. Il faut qu'on refasse, il faut refonder la CEA, on a oublié d'évoquer ce point-là, la CEA, Collectivité européenne d'Alsace, c'est la première fois qu'on va voter pour elle, ce coup-ci. C'est le moment de la construire, même si elle ne recouvre de loin pas tout ce qu'on pourrait avoir comme compétence, il faut qu'on vote pour elle. C'est maintenant qu'on met les fondations en place. Et c'est les jeunes qui doivent pousser fort, et pas quand il y a des manifestations, penser que c'est une histoire de papier ringard, il faut qu'ils se battent pour leur avenir. C'est ça le message que je veux passer. Donc, c'est doublement important d'aller voter dimanche prochain. Voilà. Merci aux auditeurs. Maintenant, est-ce qu'il y aurait encore une ou l'autre question? Les dernières. Dernière question, et puis, comme dit, pour attirer les jeunes. Alors, comment les attirer? Les incitations pour attirer les jeunes, il faut qu'ils retrouvent leur fierté et la fierté de leurs origines et la fierté du pays où ils habitent. Et c'est simple, quand on est dans un pays, on habite quelque part, dans une région, dans une vallée, on défend cet espace où on est. Quand vous êtes dans votre appartement, dans votre maison, dans votre jardin, eh ben, vous en prenez soin, vous le nettoyez, eh ben, c'est pareil. Donc, les jeunes, ils comprennent ça, hein, ils sont moi aussi, j'étais jeune. Et non, franchement, il faut protéger notre environnement, notre patrimoine. Voilà. Et pour conclure tout ça, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, quand je tractais, qu'ils n'avaient plus envie de voter. Ne pas aller voter, je vais être serein et je vais dire c'est juste dommage. Parce qu'il y a des gens qui sont morts. Ils se sont battus. Et nous, ben, si vous ne croyez plus aux politiciens, ben, je ne vais pas faire un café du commerce et dire ouais, c'est tous des je sais pas quoi. Non, les politiciens, ils sont actuellement dans une situation de l'immédiateté où les Twitter, c'est presque, on gouverne presque un pays, une région avec Twitter. Alors, prenons le temps. Il faut arrêter cette immédiateté et regarder un peu les problèmes en face et prendre le temps.
Et donc, il faut aller voter. Et les décisions se prennent à long terme, c'est-à-dire on décide aujourd'hui, mais le résultat, il va peut-être 5 ans, 10 ans, ça prend du temps. On ne fait pas les choses, on ne clique pas et demain, c'est déjà tout fait. Ça prend du temps, il faut tout prendre le temps. Et tous ceux qui disaient, je ne veux pas aller voter, allez voter. Et c'est important. vous comprendrez, je préférerais que vous alliez voter pour nous. Avec nous, on a une chose unique, que tous les autres n'ont pas, c'est que nous, depuis toujours, nous avons dit qu'on veut sortir du Grand Est. Et on l'a dit clairement pourquoi. Alors, si vous êtes pour une sortie du Grand Est, vous n'avez pas le choix. Il faut voter pour nous. Voilà. Votez Moussorland. Voilà. Alors, on a vu Sandrine qui aussi, droit au clair. Prenez-moi, on traque depuis des semaines dans le village, magnifique village de la vallée. Et vraiment, on voit beaucoup de personnes dans leur jardin. Et elles sont heureuses de nous voir. Et vraiment, il faut absolument protéger et développer cette belle vallée. Nous sommes là, on s'engage pour garder la culture ici en Alsace et forcément sortir du Grand Est. Hein, c'est vraiment une idée de M. Hollande. Il n'a pas compris que les Alsaciens ne le voulaient pas. Alors, je reviens, Sandrine qui nous fait une petite réflexion. C'est une jolie phrase, bravo et merci. Et nous, on vous remercie tous de nous avoir écoutés, d'avoir posé ces questions. Ça nous a permis d'échanger. Mon grand souhait, c'est de vous avoir de vous voir beaucoup dans les urnes, enfin dans les mairies pour voter. Et j'ai beaucoup apprécié aussi la précision des questions, les pertinences de vos questions. Et si vous pouviez autour de vous dire, voilà, maintenant, il faut voter pour Moussorland parce que c'est des gens qui... Une des différences, bon, d'ailleurs, voilà, on a toujours voulu sortir du Grand Est, mais nous ne sommes pas des pros de la politique. Moi, ma carrière elle est faite. J'ai pas une carrière de 30 ou 40 ans devant moi où je vais faire de la politique. Si vous votez pour moi et pour Sonia, enfin, en tout cas, c'est sûr pour moi, c'est que vous n'allez pas me revoir la prochaine fois parce que je serai trop âgé pour pouvoir en refaire. Mais les années du mandat, vous pouvez compter sur moi, ce sera à plein temps. J'ai l'habitude de travailler beaucoup et je peux vous dire, en tant que chef d'entreprise, 12, 13, 14 heures par jour, c'était mon quotidien. Donc on est là pour les habitants de la vallée. On est toujours sur le terrain, on va les écouter, et on va tenir compte de leurs avis, de leurs besoins, de leurs manques. Voilà, nous sommes toujours disponibles et on tient nos engagements. Voilà. Pour conclure, d'après notre équipe technique qui est très sympathique, ce live a été un magnifique succès. Voilà. Ah ben, merci à vous tous. Merci et on vous applaudit.